Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, écrit par Maurice Leblanc. Au programme du soir, non pas une mais bien deux nouvelles, puisque nous allons nous intéresser à la nouvelle Le coffre-fort de Madame Imbert et la nouvelle La Perle Noire. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous trouverez dans la barre de lecture de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses dans ma lecture et d'aller directement à la nouvelle qui vous intéresse, par exemple. Donc voilà, tout est très simple. N'hésitez pas à utiliser ces petits timecodes que je m'efforce de faire à chaque vidéo. C'est vraiment normalement ce qu'il y a de plus pratique pour vous. Comme d'habitude, je rappelle que cette émission est, si je puis dire, tournée en live en somme sur Twitch. Du coup, forcément, je fais aussi le travail d'animation de live Twitch, entre guillemets. Donc on va commencer d'abord avec 10-15 minutes où je vais un petit peu bavasser, un petit peu bavarder. Ça va laisser aussi le temps aux gens qui voudraient suivre la lecture à tout prix en live d'arriver à l'heure, de bien recevoir leurs petites notifications. D'ailleurs, tiens, c'est vrai que je le dis quasiment jamais dans mes vidéos. Faudrait peut-être que je le dise en fait. Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Ah si, en fait, je le dis souvent, je suis con. Je le dis souvent, mais c'est juste que je le dis pas de cette manière. Enfin bon, bref. Si vous voulez nous rejoindre, un de ces quatre en live, n'hésitez surtout pas. En ce qui concerne les lives de lecture, c'est tous les mardis et tous les vendredis à 21h. Voili voilou. On arrive à l'avant-dernier épisode sur Arsène Lupin de Gentleman Cambrioleur. J'allais dire Gentleman extraordinaire, j'ai tellement l'habitude de mettre extraordinaire après le mot gentleman à cause de ce film, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est terrible. Bref, du coup, oui, c'est l'avant-dernier épisode. Deux nouvelles, donc, comme je le disais. Et on terminera mardi, donc mardi à 21h, avec la dernière, l'ultime nouvelle. Sachant que je vous rappelle que ce recueil de nouvelles a été en premier lieu publié. Donc à l'époque, hein, ça date. À l'époque, ça a été publié lors de sa première parution, lors de sa sortie en feuilleton, entre guillemets, dans des magazines, dans des journaux. Donc du coup, voilà, c'était une nouvelle de ci, de là, une nouvelle de ci, de là. Et jusqu'à présent, ça a été plus ou moins chronologique dans ce recueil de nouvelles. Comment dire, ça a respecté la chronologie originelle, si on peut dire. Maintenant, c'est plus le cas. Depuis l'épisode dernier, les nouvelles sont un petit peu interverties, interchangées. Je sais pas le pourquoi du comment. Je sais pas si c'est quelque chose de spécifique à cette édition en particulier ou aux éditions plus modernes. Je sais pas trop dire. Ce que je peux vous dire moi perso de ce que j'ai ressenti, c'est que les premières nouvelles, qui étaient donc dans l'ordre chronologique de parution originelle, avaient plus de liens les unes avec les autres, je trouve. Il y avait des éléments, des petits éléments, mais quand même des éléments qui liaient ces nouvelles et on pouvait se dire que ça racontait une histoire dans l'ordre chronologique, justement. Donc je pense que c'était important qu'elle soit dans l'ordre chronologique. Alors que là, ça devient peut-être moins important, puisque maintenant on est plus dans l'esquisse globale du mythe d'Arsène Lupin, de ce mystérieux personnage au travers de brèves de vie, de bribes de vie. Alors que avant, voilà, il y avait quand même une histoire qui suivait plus ou moins, je trouve. Là, c'est un peu épisodique, c'est un peu des épisodes de sa vie qui peuvent être maltraités entre guillemets en étant mis, en étant intervertis, en étant mis dans tous les sens. Je crois qu'aujourd'hui encore, les nouvelles que je vais vous lire ne sont pas à la même place que lorsqu'elles sont sorties à l'origine dans la compilation de ces nouvelles en un recueil de nouvelles la première fois que c'est sorti sous le nom d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. J'espère que j'ai pas été trop alambiqué, j'ai l'impression de m'être perdu dans des mots et des mots et des phrases, bref. Voilà à peu près le topo. Sinon, rien à voir avec la lecture, mais merci à Spice622 pour le follow pendant que j'étais en off, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se faire espionner, merci beaucoup. Euh, D'ailleurs, petit aparté, voilà, j'en profite comme ça. Il me semble qu'on arrive bientôt
aux 400 abonnés sur Twitch. Donc merci d'avance, j'ai envie de dire, parce que je suppose que ça devrait arriver. En tout cas, ça devrait arriver dans peu de temps si je continue à live correctement, avec un rythme régulier et je l'espère qualitatif. Mais voilà, du coup, je suis hyper impatient, ça me rend tout jouasse, je suis très content. Et sinon, aucun rapport, mais juste, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé ces chiffres. Je regarde pas beaucoup les statistiques des chaînes YouTube, Twitch et ainsi de suite. Et là, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé les statistiques de ma chaîne. Et j'étais assez surpris et très heureux. Mais je crois qu'on arrive proche des 250 000 vues, un truc comme ça, en total. Donc sur toute ma chaîne YouTube, 250 000 vues. Ça me fracasse le cerveau tellement je trouve ça incroyable. À force de petites vidéos avec des petits tas de vues de ci, de là, et ben on arrive à faire 250 000 vues. Et je trouve ça, je sais pas, ça me brainfuck totalement, je trouve ça incroyable. Donc merci à vous tous les amis. Et j'ai envie de dire merci à tous ceux qui ont jeté un œil ou une oreille attentive à mon contenu, ne serait-ce qu'une fois. Et encore plus, merci à ceux qui m'ont suivi, ceux qui m'ont soutenu sur la durée, ceux qui m'ont même parfois soutenu financièrement. Et ça, pareil, piou, ça fait débloquer quand on voit par exemple un Zikael ou Jumpy, pour ne citer que, qui se sont abonnés pour plus d'un an à la chaîne Twitch. Enfin, je sais pas, ça m'étonne à chaque fois et ça me rend fou. Je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est dingue. Donc, merci, vraiment, vraiment merci. Je prends souvent le temps, j'ai l'impression de vous dire merci quand même, mais je trouve que c'est important. Donc voilà, je préfère m'y appesantir une fois de temps en temps. Merci encore. Bonsoir à tous ceux qui me rejoignent en live, bonsoir la fille d'Avril, bonsoir les couteaux portes, bonsoir Justin, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'était pas croisé les couteaux portes, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Voilà, par exemple, les couteaux portes abonnés depuis 6 mois. Je sais pas, ça me fait des chocs mentaux où je débloque complètement, merci beaucoup. Euh, je vous invite à vous installer les amis, à prendre à boire, à manger, à vaquer à vos occupations en toute quiétude et à passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Je vais partir pour la lecture assez rapidement. Sachez simplement que, vu qu'on arrive bientôt à la fin de la lecture, on va enchaîner avec une autre lecture. Alors, je vous rappelle vite fait, concernant vraiment purement uniquement les lectures, je vous rappelle qu'il y aura encore une lecture mardi à 21h, où on terminera Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Ensuite, comme d'habitude, entre deux lectures, je fais une pause. Donc de mardi, enfin on va dire de mercredi 5 à lundi, alors, à lundi 10, il n'y aura pas de live. Et mardi 11, je vous reviens avec une nouvelle lecture. Et il y a, allez, on va dire 80% de chances que ce soit l'Iliade d'Homère. Et puis l'Odyssée viendra plus tard, si ça s'est bien passé, si ça nous a plu, et ainsi de suite. Donc voilà, mardi 11, vous savez, mardi 11 mai, on part sur l'Iliade d'Homère, donc encore quelque chose de tout à fait différent. Ça va être intéressant, j'ai hyper hâte de découvrir ça en vrai, parce que c'est tellement un classique que j'ai jamais connu, que j'ai jamais connu, que j'ai jamais connu, je viens de dire là. Bref, que j'ai jamais lu, ça va être incroyable. Je suis hyper impatient. Donc voilà, ça c'est vraiment purement concernant les lectures. Et sinon, sachez, pour ceux qui désirent me suivre aussi sur d'autres formats, que dès demain à 14h, on aura une petite session sur Sea of Thieves avec l'ami Walkirax. Donc un petit peu de piraterie jeux vidéo ludique. Dimanche, ce n'est pas un rendez-vous en live, mais un rendez-vous sur mon Discord pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me rejoindre de 21h à minuit minimum. Et on discute avec les viewers qui sont là. On discute, on papote, on joue à des jeux de société en ligne, on joue à des jeux vidéo, ça fait plaisir. Et puis c'est toujours très fun. Et sinon, je vais pas en dire davantage, mais sachez que même si je fais pas de live du 5 au 10, il y aura quand même du contenu sur la chaîne YouTube. Déjà, je mettrai les rediffusions, mais il y aura aussi un contenu exclusif à la chaîne YouTube. C'est relativement rare pour que je le notifie. Donc voilà, il y aura un contenu exclusif à la chaîne YouTube la semaine prochaine. Euh, je suis hyper hypé par ça aussi. Et voilà, je vais pas me répéter parce que je le dis à tous les lives, mais je continue à travailler sur plein de choses dans l'ombre. Il y a le jeu de rôle qui commence à prendre un petit peu vie
de nouveau. Je commence à avoir pas mal d'éléments, je commence à pas mal, ouais, comment dire, étoffer le scénario et bien préparer la suite. Donc je pense que ça devrait arriver pas trop tard. Et surtout, je vous rappelle aussi que le samedi 15, il devrait y avoir dans l'après-midi euh, un nouvel épisode d'À l'abordage, le deuxième épisode de cette nouvelle émission, où en grosso modo on va aborder des sujets un petit peu culturels, d'objets culturels, de divertissement ou ce genre de choses. La première fois c'était un album de musique avec le nouvel album de The Offspring. La prochaine fois, ça sera la série télé, enfin la série télé, la série Netflix, Dark Crystal, l'ère de la résistance. Je crois que c'est comme ça que c'était traduit en français, je me rappelle plus là, j'ai un trou, mais je crois que c'est ça. Et je ne serai pas seul puisque ce sera une nouvelle formule pour cette émission qui se décline sous trois formules. Il y a la formule solo que je vous ai déjà montré la dernière fois du coup. Là, il y aura la formule en groupe puisque je serai en duo avec... Est-ce que je l'ai déjà dit? Oh allez, je le dis, je serai avec Jumpy, Jumpy, notre modératrice et puis vieweuse très fréquente qui, au fur et à mesure des mois et des années, est devenue une amie. Vous l'avez vu aussi sur le jeu de rôle, par exemple. Et enfin, il y aura une troisième formule où vous serez mis à contribution, chers viewers, puisque ce sera sur la base de vos suggestions, en quelque sorte, que j'irai découvrir un truc un peu culturel ou ce genre de choses. Bonsoir petite Sab, si je l'ai pas déjà dit, excuse-moi, je sais plus si je l'ai dit parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je sais pas si j'ai réagi entre temps. Je viens d'acheter une BD sur la mythologie grecque qui vient de sortir. Ah, comment ça s'appelle, les couteaux portes? Et puis du coup, bah, j'espère que tu te sors de cette période de surmenage, courage, je sais ce que ça peut faire et je sais à quel point ça peut être chiant. Et bonne chance pour l'examen, Justin. Merci d'être passé faire un coucou, ça fait plaisir. Et oui, bon courage, bon courage. J'allais dire bonne soirée, mais non, c'est vrai que si je dis pas de bêtises, c'est toi qui es notre ami québécois, hein. Je dis peut-être de la merde, parce que en France, ça m'étonnerait que t'aies un examen à 21h44. Ça me semble chelou. Mais du coup, bon courage et merci d'être passé. Bref, trêve de bavardage. Ah, ah, les couteaux portes, trop bien. Bah, franchement, si tu veux venir parler de Dark Crystal avec nous, n'hésite pas, ça sera donc samedi 15 à 14h. Et ouais, moi Dark Crystal, j'adore de ouf, j'adore de ouf. Bon, bref, j'en parlerai le jour J. Bien les amis, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup bavassé, comme d'habitude, vous me connaissez, je suis une pipelette moi. On va pouvoir se pencher sur la lecture. Je vais commencer avec la nouvelle Le coffre-fort de Madame Imbert. Les deux nouvelles d'aujourd'hui sont relativement courtes, ce qui est vraiment parfait, parce qu'elles sont au format parfait pour que je fasse une session de lecture, si je peux dire. Ce qui fait que je vais faire une lecture pour lire intégralement le coffre de Madame Imbert, je ferai une pause, et ensuite je vous lirai intégralement La Perle Noire, ce qui nous mènera à l'outro de ce live, et nous réservera pour la prochaine fois Herlock Sholmes arrive trop tard. Donc ça sera mardi 21h. Bref, je commence à tourner en rond, je commence à me répéter. Je connais ce syndrome, et j'ai déjà vu ça, c'est bizarre. Bref, let's go, laissons-nous aller à la lecture les amis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute petite Sab, bonne écoute la fille d'Avril, pardon. Bonne écoute Justin peut-être en rediffusion, je ne sais pas. Bref, bonne écoute que vous me regardiez sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Le coffre-fort de Madame Imbert. À 3 heures du matin, il y avait encore une demi-douzaine de voitures devant un des petits hôtels de peintres qui composent l'unique côté du boulevard Berthier. La porte de cet hôtel s'ouvrit. Un groupe d'invités, hommes et dames, sortirent. 4 voitures filèrent de droite et de gauche, et il ne resta sur l'avenue que 2 messieurs, qui se quittèrent au coin de la rue de Courcelles, où demeurait l'un d'eux. L'autre résolut de rentrer à pied jusqu'à la porte Maillot. Il traversa donc l'avenue de Villiers, et continua son chemin sur le trottoir opposé aux fortifications. Par cette belle nuit d'hiver, pure et froide, il y avait plaisir à marcher. On respirait bien. Le bruit des pas résonnait allègrement. Mais au bout de quelques minutes, il eut l'impression désagréable qu'on le suivait. De fait, s'étant retourné, il aperçut l'ombre d'un homme qui se glissait entre les arbres.
Il n'était point peureux. Cependant, il hâta le pas afin d'arriver le plus vite possible à l'octroi des ternes. Mais l'homme se mit à courir. Assez inquiet, il jugea plus prudent de lui faire face et de tirer son revolver. Il n'en eut pas le temps. L'homme l'assaillit violemment, et tout de suite une lutte s'engagea sur le boulevard désert. Lutte à bras le corps, où il sentit aussitôt qu'il avait le désavantage. Il appela au secours, se débattit, et fut renversé contre un tas de cailloux, serré à la gorge, bâillonné d'un mouchoir, que son adversaire lui enfonçait dans la bouche. Ses yeux se fermèrent, ses oreilles bourdonnèrent, et il allait perdre connaissance lorsque soudain l'étreinte se desserra, et l'homme qui l'étouffait de son poids se releva pour se défendre à son tour contre une attaque imprévue. Un coup de canne sur le poignet, un coup de botte sur la cheville. L'homme poussa 2 grognements de douleur et s'enfuit en boitant et en jurant. Sans daigner le poursuivre, le nouvel arrivant se pencha et dit « Êtes-vous blessé, monsieur ?» Il n'était pas blessé, mais fort étourdi et incapable de se tenir debout. Par bonheur, un des employés d'octroi, attiré par les cris, accourut. Une voiture fut requise. Le monsieur y prit place, accompagné de son sauveur, et on le conduisit à son hôtel de l'avenue de la Grande Armée. Devant la porte, tout à fait remis, il se confondit en remerciements. « Je vous dois la vie, monsieur. Veuillez croire que je ne l'oublierai point. Je ne veux pas effrayer ma femme en ce moment, mais je tiens à ce qu'elle vous exprime elle-même dès aujourd'hui toute ma reconnaissance. » Il le pria de venir déjeuner et lui dit son nom. Ludovic Imbert, ajoutant « Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur ?» Mais certainement, fit l'autre, et il se présenta. Arsène Lupin. Arsène Lupin n'avait pas alors cette célébrité que lui ont valu l'affaire Cahorn, son évasion de la santé et tant d'autres exploits retentissants. Il ne s'appelait même pas Arsène Lupin. Ce nom auquel l'avenir réservait un tel lustre fut spécialement imaginé pour désigner le sauveur de M. Imbert, et l'on peut dire que c'est dans cette affaire qu'il reçut le baptême du feu. Prêt au combat, il est vrai, armé de toutes pièces, mais sans ressources, sans l'autorité qui donne le succès, Arsène Lupin n'était qu'apprenti dans une profession où il devait bientôt passer maître. Aussi, quel frisson de joie à son réveil quand il se rappela l'invitation de la nuit. Enfin il touchait au but, enfin il entreprenait une œuvre digne de ses forces et de son talent. Les millions des Imbert, quelle proie magnifique pour un appétit comme le sien. Il fit une toilette spéciale, redingote râpée, pantalon élimé, chapeau de soie un peu rougeâtre, manchettes et faux cols effiloqués, le tout fort propre, mais sentant la misère. Comme cravate, un ruban noir épinglé, d'un diamant de noix à surprise. Et ainsi accoutré, il descendit l'escalier du logement qu'il occupait à Montmartre. Au 3e étage, sans s'arrêter, il frappa du pommeau de sa canne sur le battant d'une porte close. Dehors, il gagna les boulevards extérieurs. Un tramway passait. Il y prit place, et quelqu'un qui marchait derrière lui, le locataire du 3e étage, s'assit à son côté. Au bout d'un instant, cet homme lui dit « Eh bien, patron ?»« Eh bien, c'est fait. »« Comment ?»« J'y déjeune. »« Vous y déjeunez ?»« Tu ne voudrais pas, j'espère, que j'eusse exposé gratuitement des jours aussi précieux que les miens. J'ai arraché M. Ludovic Imbert à la mort certaine que tu lui réservais. M. Ludovic Imbert est une nature reconnaissante. Il m'invite à déjeuner. » Un silence, et l'autre hasarda. « Alors, vous n'y renoncez pas. » « Mon petit, fit Arsène, si j'ai machiné la petite agression de cette nuit, si je me suis donné la peine à 3 heures du matin, le long des fortifications, de t'allonger un coup de canne sur le poignet et un coup de pied sur le tibia, risquant ainsi d'endommager mon unique ami, ce n'est pas pour renoncer maintenant au bénéfice d'un sauvetage si bien organisé. Mais les mauvais bruits qui courent sur la fortune, laisse-les courir. Il y a 6 mois que je poursuis l'affaire, 6 mois que je me renseigne, que j'étudie, que je tends mes filets, que j'interroge les domestiques, les prêteurs et les hommes de paille, 6 mois que je vis dans l'ombre du mari et de la femme. Par conséquent, je sais à quoi m'en tenir. Que la fortune provienne du vieux Broadford, comme ils le prétendent, ou d'une autre source, j'affirme qu'elle existe. Et puisqu'elle existe, elle est à moi. Bigre, 100 millions. Mettons-en 10 ou même 5, n'importe. Il y a de gros paquets de titres dans le coffre-fort. C'est bien le diable si, un jour ou l'autre, je ne mets pas la main sur la clé. Le tramway s'arrêta place de l'Étoile. L'homme murmura. Ainsi, pour le moment, rien à faire. Je t'avertirai. Nous avons le temps. 5 minutes après,
Arsène Lupin montait le somptueux escalier de l'hôtel Imbert, et Ludovic le présentait à sa femme. Gervaise était une bonne petite dame, toute ronde, très bavarde. Elle fit à Lupin le meilleur accueil. J'ai voulu que nous soyons seuls à fêter notre sauveur, dit-elle. Et dès l'abord on traita notre sauveur comme un ami d'ancienne date. Au dessert, l'intimité était complète, et les confidences allèrent bon train. Arsène raconta sa vie, la vie de son père, intègre magistrat, les tristesses de son enfance, les difficultés du présent. Gervaise à son tour dit sa jeunesse, son mariage, les bontés du vieux Broford, les 100 millions dont elle avait hérité, les obstacles qui retardaient l'entrée en jouissance, les emprunts qu'elle avait dû contracter à des taux exorbitants, ses interminables démêlés avec les neveux de Broford, et les oppositions, et les séquestres, tout enfin. Pensez donc, monsieur Lupin, les titres sont là, à côté, dans le bureau de mon mari, et si nous en détachons un seul coupon, nous perdons tout. Ils sont là, dans notre coffre-fort, et nous ne pouvons pas y toucher. Un léger frémissement secoua monsieur Lupin à l'idée de ce voisinage. Et il eut la sensation très nette que monsieur Lupin n'aurait jamais assez d'élévation d'âme pour éprouver les mêmes scrupules que la bonne dame. Ah, ils sont là, murmura-t-il la gorge sèche. Ils sont là. Des relations commencées sous de tels auspices ne pouvaient que former des nœuds plus étroits. Délicatement interrogé, Arsène Lupin avoua sa misère, sa détresse. Sur-le-champ, le malheureux garçon fut nommé secrétaire particulier des deux époux, aux appointements de 150 francs par mois. Il continuerait à habiter chez lui, mais il viendrait chaque jour prendre les ordres de travail, et pour plus de commodité, on mettait à sa disposition comme cabinet de travail une des chambres du deuxième étage. Il choisit. Par quel excellent hasard se trouva-t-elle au-dessus du bureau de Ludovic? Arsène ne tarda pas à s'apercevoir que son poste de secrétaire ressemblait furieusement à une sinécure. En 2 mois, il n'eut que 4 lettres insignifiantes à recopier, et ne fut appelé qu'une fois dans le bureau de son patron, ce qui ne lui permit qu'une fois de contempler officiellement le coffre-fort. En outre, il nota que le titulaire de cette sinécure ne devait pas être jugé digne de figurer auprès du député Anquetil ou du bâtonnier Grouvel, car on omit de le convier aux fameuses réceptions mondaines. Il ne s'en plaignit point, préférant de beaucoup garder sa modeste petite place à l'ombre, et se tint à l'écart, heureux et libre. D'ailleurs, il ne perdait pas son temps. Il rendit tout d'abord un certain nombre de visites clandestines au bureau de Ludovic, et présenta ses devoirs au coffre-fort, lequel n'en resta pas moins hermétiquement fermé. C'était un énorme bloc de fonte et d'acier, à l'aspect rébarbatif, et contre quoi ne pouvaient prévaloir ni les limes, ni les vrilles, ni les pinces Monseigneur. Arsène Lupin n'était pas entêté. Où la force échoue, la ruse réussit, se dit-il. L'essentiel est d'avoir un œil et une oreille dans la place. Il prit donc les mesures nécessaires, et après de minutieux et pénibles sondages à travers le parquet de sa chambre, il introduisit le tuyau de plomb qui aboutissait au plafond du bureau entre 2 moulures de la corniche. Par ce tuyau, tube acoustique et lunettes d'approche, il espérait voir et entendre. Dès lors, il vécut à plat ventre sur son parquet, et de fait, il vit souvent les Imbert en conférence devant le coffre, compulsant des registres et maniant des dossiers. Quand il tournait successivement les 4 boutons qui commandaient la serrure, il tâchait, pour savoir le chiffre, de saisir le nombre de crans qui passaient. Il surveillait leurs gestes, il épiait leurs paroles. Que faisait-il de la clé? La cachait-il? Un jour, il descendit en hâte, les ayant vus qui sortaient de la pièce sans refermer le coffre, et il entra résolument. Ils étaient revenus. Oh, excusez-moi, dit-il, je me suis trompé de porte. Mais Gervaise se précipita, et l'attirant. Entrez donc, monsieur Lupin, entrez donc, n'êtes-vous pas chez vous ici? Vous allez nous donner un conseil. Quel titre devons-nous vendre? De l'extérieur ou de la rente? Mais l'opposition, objecta Lupin, très étonné. Oh, elle ne frappe pas tous les titres. Elle écarta le battant. Sur les rayons s'entassaient des portefeuilles ceinturés de sangles. Elle en saisit un. Mais son mari protesta. Non, non, Gervaise, ce serait de la folie de vendre de l'extérieur. Elle va monter, tandis que la rente est au plus haut. Qu'en pensez-vous, mon cher ami? Le cher ami n'avait aucune opinion. Cependant, il conseilla le sacrifice de la rente. Alors elle prit une autre liasse, et dans cette liasse, au hasard, un papier. C'était un titre de 3% de 1374 francs.
Ludovic le mit dans sa poche. L'après-midi, accompagné de son secrétaire, il fit vendre ce titre par un agent de change et toucha 46 000 francs. Quoi qu'en eût dit Gervaise, Arsène Lupin ne se sentait pas chez lui. Bien au contraire, sa situation dans l'hôtel Imbert le remplissait de surprise. À diverses occasions, il put constater que les domestiques ignoraient son nom. Ils l'appelaient monsieur. Ludovic le désignait toujours ainsi. Vous préviendrez monsieur. Est-ce que monsieur est arrivé? Pourquoi cette appellation énigmatique? D'ailleurs, après l'enthousiasme du début, les Humbert lui parlaient à peine, et tout en le traitant avec les égards dus à un bienfaiteur, ne s'occupaient jamais de lui. On avait l'air de le considérer comme un original, qui n'aime pas qu'on l'importune, et on respectait son isolement, comme si cet isolement était une règle édictée par lui, un caprice de sa part. Une fois qu'il passait dans le vestibule, il entendit Gervaise qui disait à deux messieurs « C'est un tel sauvage !» Soit, pensa-t-il, nous sommes un sauvage. Et renonçant à s'expliquer les bizarreries de ces gens, il poursuivait l'exécution de son plan. Il avait acquis la certitude qu'il ne fallait point compter sur le hasard, ni sur une étourderie de Gervaise que la clé du coffre ne quittait pas, et qui, au surplus, n'eût jamais emporté cette clé sans avoir préalablement brouillé les lettres de la serrure. Ainsi donc il devait agir. Un événement précipita les choses, la violente campagne menée contre les Humbert par certains journaux. On les accusait d'escroquerie. Arsène Lupin assista aux péripéties du drame, aux agitations du ménage, et il comprit qu'en tardant davantage, il allait tout perdre. 5 jours de suite, au lieu de partir vers 6 heures comme il en avait l'habitude, il s'enferma dans sa chambre. On le supposait sorti. Lui s'étendait sur le parquet et surveillait le bureau de Ludovic. Les 5 soirs, la circonstance favorable qui l'attendait ne s'étant pas produite, il s'en alla au milieu de la nuit, par la petite porte qui desservait la cour. Il en possédait la clé. Mais le 6e jour, il apprit que les Humbert, en réponse aux insinuations malveillantes de leurs ennemis, avaient proposé qu'on ouvrît le coffre et qu'on en fît l'inventaire. C'est pour ce soir, pensa Lupin. Et en effet, après le dîner, Ludovic s'installa dans son bureau. Gervaise le rejoignit. Ils se mirent à feuilleter les registres du coffre. 1 heure s'écoula, puis une autre heure. Il entendit les domestiques qui se couchaient. Maintenant, il n'y avait plus personne au premier étage. Minuit. Les Humbert continuaient leur besogne. « Allons-y, » murmura Lupin. Il ouvrit sa fenêtre. Elle donnait sur la cour, et l'espace, par la nuit, sans lune et sans étoiles, était obscur. Il tira de son armoire une corde à nœuds qu'il assujettit à la rampe du balcon, enjamba et se laissa glisser doucement, en s'aidant d'une gouttière, jusqu'à la fenêtre située au-dessous de la sienne. C'était celle du bureau, et le voile épais des rideaux molletonnés masquait la pièce. Debout sur le balcon, il resta un moment immobile, l'oreille tendue et l'œil aux aguets. Tranquillisé par le silence, il poussa légèrement les 2 croisées. Si personne n'avait eu soin de les vérifier, elles devaient céder à l'effort, car lui, au cours de l'après-midi, en avait tourné l'espagnolette de façon qu'elle n'entrât plus dans les gâches. Les croisées cédèrent. Alors, avec des précautions infinies, il les entrebâilla davantage. Dès qu'il put glisser la tête, il s'arrêta. Un peu de lumière filtrait entre les 2 rideaux mal joints. Il aperçut Gervaise et Ludovic, assis à côté du coffre. Ils n'échangeaient que de rares paroles, et à voix basse, absorbés par leur travail. Arsène calcula la distance qui le séparait d'eux, établit les mouvements exacts qu'il lui faudrait faire pour les réduire l'un après l'autre à l'impuissance, avant qu'ils n'eussent le temps d'appeler au secours, et il allait se précipiter lorsque Gervaise dit « Comme la pièce s'est refroidie depuis un instant, je vais me mettre au lit. Et toi ?»« Je voudrais finir. »« Finir? Mais tu en as pour la nuit. »« Mais non, 1 heure au plus. » Elle se retira. 20 minutes, 30 minutes passèrent. Arsène poussa la fenêtre un peu plus. Les rideaux frémirent. Il poussa encore. Ludovic se retourna et, voyant les rideaux gonflés par le vent, se leva pour fermer la fenêtre. Il n'y eut pas un cri, pas même une apparence de lutte. En quelques gestes précis, et sans lui faire le moindre mal, Arsène l'étourdit, lui enveloppa la tête avec le rideau, le ficela, et de telle manière que Ludovic ne distingua même pas le visage de son agresseur. Puis, rapidement, il se dirigea vers le coffre, saisit 2 portefeuilles qu'il mit sous son bras, sortit du bureau, descendit l'escalier, traversa la cour et ouvrit la porte de service. Une voiture stationnait dans la rue.
Prends cela d'abord, dit-il au cocher, et suis-moi. Il retourna jusqu'au bureau. En 2 voyages, ils vidèrent le coffre. Puis Arsène monta dans sa chambre, enleva la corde, effaça toute trace de son passage. C'était fini. Quelques heures après, Arsène Lupin, aidé de son compagnon, opéra le dépouillement des portefeuilles. Il n'éprouva aucune déception, l'ayant prévu, à constater que la fortune des Humbert n'avait pas l'importance qu'on lui attribuait. Les millions ne se comptaient pas par centaines, ni même par dizaines, mais enfin, le total formait encore un chiffre très respectable et c'était d'excellente valeur, obligations de chemin de fer, ville de Paris, fonds d'État, Suez, mines du Nord, etc. Il se déclarait satisfait. Certes, dit-il, il y aura un rude déchet quand le temps sera venu de négocier. On se heurtera à des oppositions, et il faudra plus d'une fois liquider à vil prix. N'importe. Avec cette première mise de fonds, je me charge de vivre comme je l'entends, et de réaliser quelques rêves qui me tiennent au cœur. Et le reste, tu peux le brûler, mon petit. Ces tas de papiers faisaient bonne figure dans le coffre-fort. Pour nous, c'est inutile. Quant aux titres, nous allons les enfermer bien tranquillement dans le placard, et nous attendrons le moment propice. Le lendemain, Arsène pensa qu'aucune raison ne l'empêchait de retourner à l'hôtel Humbert. Mais la lecture des journaux lui révéla cette nouvelle imprévue. Ludovic et Gervaise avaient disparu. L'ouverture du coffre eut lieu en grande solennité. Les magistrats y trouvèrent ce qu'Arsène Lupin avait laissé. Peu de choses. Tels sont les faits, et telle est l'explication que donne à certains d'entre eux l'intervention d'Arsène Lupin. J'en tiens le récit de lui-même, un jour qu'il était en veine de confidence. Ce jour-là, il se promenait de long en large dans mon cabinet de travail, et ses yeux avaient une petite fièvre que je ne leur connaissais pas. Somme toute, lui dis-je, c'est votre plus beau coup. Sans me répondre directement, il reprit. Il y a dans cette affaire des secrets impénétrables. Ainsi, même après l'explication que je vous ai donnée, que d'obscurités encore. Pourquoi cette fuite? Pourquoi n'ont-ils pas profité du secours que je leur apportais involontairement? Il était si simple de dire « Les 100 millions se trouvaient dans le coffre, ils n'y sont plus parce qu'on les a volés. » Ils ont perdu la tête. Oui, voilà, ils ont perdu la tête. D'autre part, il est vrai... Il est vrai? Non, rien. Que signifiait cette réticence? Il n'avait pas tout dit, c'était visible, et ce qu'il n'avait pas dit, il répugnait à le dire. J'étais intrigué. Il fallait que la chose fût grave pour provoquer de l'hésitation. Pardon. Il fallait que la chose fût grave pour provoquer de l'hésitation chez un tel homme. Je lui posai des questions au hasard. Vous ne les avez pas revus? Non. Et il ne vous est pas advenu d'éprouver à l'égard de ces 2 malheureux quelque pitié? Moi, proféra-t-il en sursautant. Sa révolte m'étonna. Avais-je touché juste? J'insistai. Évidemment. Sans vous, ils auraient peut-être pu faire face au danger, ou du moins partir les poches remplies. Des remords, c'est bien cela que vous m'attribuez, n'est-ce pas? Dame, il frappa violemment sur ma table. Ainsi, selon vous, je devrais avoir des remords. Appelez cela des remords ou des regrets, bref, un sentiment quelconque. Un sentiment quelconque pour des gens. Pour des gens à qui vous avez dérobé une fortune. Quelle fortune? Enfin, ces 2 ou 3 liasses de titres. Ces 2 ou 3 liasses de titres. Je leur ai dérobé des paquets de titres, n'est-ce pas? Une partie de leur héritage. Voilà ma faute, voilà mon crime. Mais sacrebleu, mon cher, vous n'avez donc pas deviné qu'ils étaient faux, ces titres? Vous entendez? Ils étaient faux. Je le regardai, abasourdi. Faux? Les 4 ou 5 millions? Faux! S'écria-t-il rageusement. Archi faux! Faux les obligations, les villes de Paris, les fonds d'État, du papier, rien que du papier! Pas un sou! Je n'ai pas tiré un sou de tout le bloc. Et vous me demandez d'avoir des remords, mais c'est eux qui devraient en avoir. Ils m'ont roulé comme un vulgaire gogo. Ils m'ont plumé comme la dernière de leurs dupes. Et la plus stupide. Une réelle colère l'agitait, faite de rancune et d'amour-propre blessé. Mais d'un bout à l'autre, j'ai eu le dessous dès la première heure. Savez-vous le rôle que j'ai joué dans cette affaire, ou plutôt le rôle qu'ils m'ont fait jouer? Celui d'André Broford. Oui, mon cher, et je n'y ai vu que du feu. C'est après, par les journaux, et en rapprochant certains détails que je m'en suis aperçu. Tandis que je posais au bienfaiteur, au monsieur qui a risqué sa vie pour vous tirer de la griffe des Apaches, eux, ils me faisaient passer pour un des Broford. N'est-ce pas admirable?
Cet original qui avait sa chambre au deuxième étage, ce sauvage que l'on montrait de loin, c'était Broford, et Broford, c'était moi. Et grâce à moi, grâce à la confiance que j'inspirais sous le nom de Broford, les banquiers prêtaient et les notaires engageaient leurs clients à prêter. Hein, quelle école pour un débutant. Ah, je vous jure que la leçon m'a servi. Il s'arrêta brusquement, me saisit le bras, et il me dit d'un ton exaspéré où il était facile cependant de sentir des nuances d'ironie et d'admiration. Il me dit cette phrase ineffable. Mon cher, à l'heure actuelle, Gervais Imbert me doit 1500 francs. Pour le coup, je ne pus m'empêcher de rire. C'était vraiment d'une bouffonnerie supérieure, et lui-même eut un accès de franche gaieté. Oui, mon cher, 1500 francs. Non seulement je n'ai pas palpé le premier sou de mes appointements, mais encore, elle m'a emprunté 1500 francs. Toutes mes économies de jeune homme. Et savez-vous pourquoi? Je vous le donne en mille. Pour ces pauvres, comme je vous le dis, pour de prétendus malheureux qu'elle soulageait à l'insu de Ludovic. Et j'ai coupé là-dedans. Est-ce assez drôle, hein? Arsène Lupin, refait de 1500 francs, et refait par la bonne dame à laquelle il volait 4 millions de titres faux. Et que de combinaisons, d'efforts et de ruses géniales il m'a fallu pour arriver à ce beau résultat. C'est la seule fois que j'ai été roulé dans ma vie. Mais fichtre, je l'ai bien été cette fois-là. Et proprement. Dans les grands prix. Et c'est la fin de la nouvelle. Le coffre-fort de Madame Imbert. Nous marquons donc une courte pause, les amis. C'était stylé de ouf. Hyper intéressant. Je m'attendais, mais alors pas du tout à ça. Pour le coup, la surprise dans cette nouvelle n'a pas résidé dans le fait de trouver l'identité d'Arsène Lupin. Mais encore une fois, il y a un jeu sur son identité malgré tout. J'ai l'impression que c'est vraiment cet aspect ludique qui plaisait à Maurice Leblanc. Alors, bien entendu, c'est mon avis, bien entendu, euh, je, j'hypothétise, en vrai, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est ce qui plaît à Maurice Leblanc dans l'écriture, ce côté ludique, ce côté de jeu presque, à vouloir, voilà, perdre, enfin, comment dire, faire des fausses pistes, etc., etc., et surtout, euh, toujours plus ou moins revenir sur des sujets similaires, c'est-à-dire que voilà, on est sur le gentleman cambrioleur, donc c'est quasiment tout le temps des larcins et ainsi de suite. Enfin voilà, ça reste le même objet principal, j'ai envie de dire, mais le jeu s'articule sur toujours ces différents points de vue. Le fait de pas toujours savoir l'identité d'Arsène Lupin, d'essayer de le retrouver dans une pléthore de personnages, ou bien en tant que narrateur, justement le fait aussi de changer de narrateur hyper fréquemment, hyper souvent, et là, de le prendre à revers. Hyper intéressant, je trouve, de le prendre à revers et qu'en fait, ça soit Arsène Lupin qui se fasse avoir. euh, Avec du coup le fait qu'on lui ait prêté une fausse identité pour pouvoir profiter de lui et gagner de la thune sur son dos. Et ouais, c'est vraiment la nouvelle de l'arroseur arrosé. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais pas qu'il y avait ce genre d'histoire concernant Arsène Lupin. En général, enfin, je dis ça, c'est pas vrai, parce qu'on aime bien aussi voir les personnages qu'on aime un petit peu dans des positions délicates, mais en général, un génie comme ça, c'est rare de le voir dans une situation où il se fait vraiment berner et complètement avoir de bout en bout, quoi. En fait, je dirais que ça arrive, mais souvent il a quand même le dernier mot. C'est-à-dire que ça arrive, mais quand même à la fin, il arrive à renverser la vapeur et à quand même faire que tout aille bien pour lui. Là, je trouve ça hyper intéressant que non, il s'est fait baiser, pour être vulgaire, il s'est fait avoir, et il se fait avoir jusqu'au bout, et il peut juste en faire le constat et en faire le rappel, en raconter le souvenir, sans avoir aucun moyen de reprendre la main sur l'affaire ou ouais, de s'en sortir bien, quoi. C'est hyper intéressant. Je trouve ça trop stylé de mettre le personnage comme ça en porte-à-faux, entre guillemets. C'est hyper cool. Ça, je trouve ça novateur pour le coup. Enfin, encore une fois, hein, je suis pas un gros lecteur de séries policières ou de ce genre-là. Mais, euh, mais je trouve ça hyper novateur, je trouve ça très cool.
Je trouve ça très très cool que ce soit pas toujours Arsène Lupin qui domine totalement et tout. Et puis, de la même manière, Arsène Lupin, quand même, comme beaucoup de génies dans son genre, j'ai envie de dire, les personnages de génie dans son genre sont souvent caractérisés comme ça, je trouve, caractérisés de la sorte, en mode, ils ont pas de sentiments ou pas beaucoup, ou en tout cas, on les voit pas beaucoup les exprimer. Et là, du coup, le fait que, littéralement, il pète un câble parce qu'il est piqué au vif dans son amour-propre, de s'être fait avoir et de l'avouer quelque part, je trouve ça incroyable, je trouve ça trop cool. Non, c'est trop bien. C'est trop bien de malmener un peu son personnage. J'aime beaucoup. En vrai, plus j'en découvre de Maurice Leblanc, et plus j'aime bien son écriture parce qu'il a. Je dirais pas qu'il a un style très très. Comment dire? Comment expliquer ce que je pense? Je dirais pas qu'il a un style très très poussé entre guillemets, mais je dirais qu'il est plus sur le. Ah, c'est compliqué. On peut pas juste bon, catégoriser comme ça, mais je dirais qu'il est peut-être pas tellement sur le style, il est peut-être pas tellement sur la forme, mais plus sur le fond. Et à la fois, c'est faux parce que, comme je le disais, le jeu de narrateur, c'est un peu de la forme, c'est un peu du style. Mais ouais, voilà, il est sur cette frange-là du ludique, de vouloir jouer avec les codes, de vouloir surprendre, de vouloir renverser les schémas classiques, quoi. Et ça, j'aime bien. J'aime bien c'est plus ou moins réussi, hein. Voilà, moi, clairement, je le répète, mais les premières nouvelles du recueil ne m'ont vraiment pas beaucoup convaincu. Et plus ça avance, plus j'apprécie. Mais ouais, il a au moins ce mérite, si on peut dire, bah d'essayer. Et ça, je trouve ça trop cool. D'essayer des choses et d'essayer de surprendre, d'essayer de renverser des schémas, d'essayer de bouger les structures et tout. Et je trouve ça très cool. J'aime bien en général. C'est marrant parce que, ouais, je pense que c'est un truc qui est, comment dire, qui est fréquent. Je pense que beaucoup de créateurs pensent comme ça, en se disant je vais prendre tel truc qui existe et le déformer, parce qu'au final, on a l'habitude de dire que tout existe, tout a déjà été fait, et qu'en vérité, voilà, ce qui va être intéressant, c'est la manière dont tu vas le déformer et dont tu vas l'assimiler, dont tu vas le modifier, etc., apporter ta patte. Et, euh, et je pense que beaucoup de gens partent en voulant créer quelque chose en se disant ah, je vais faire ça, mais je vais changer tel paramètre et ça va tout changer. Et pourtant, c'est pas toujours bien fait, bien fait. Quoique, je sais pas, peut-être que je dis de la merde, je sais pas. Je sais pas, en fait, j'ai pas tellement parlé de gens. J'ai pas parlé à tant de gens que ça qui écrivaient, etc. Au final, enfin, si, mais pas sur leur mode opératoire, si je peux dire. Sur leur processus de création. Ce serait intéressant à faire ça une fois en vrai. Je suis en train d'y penser là en le disant, mais ce serait intéressant de parler de ça un jour, de parler de ce genre de sujet avec des gens qui créent. Je trouverais ça cool. Peut-être le sujet d'un l'abordage un petit peu spécial. Ça pourrait être sympa. Je sais pas. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je trouve ça très marrant, très ludique dans beaucoup de choses que je crée, que ce soit des scénarios, que ce soit des nouvelles, des romans, du jeu de rôle, etc., etc. C'est un truc que j'aime bien faire. Partir d'une idée, partir d'un concept plus que d'une histoire ou quoi que ce soit. Partir de ah tiens, qu'est-ce qui se passe si euh, dans tel cadre je change ce paramètre et que je le pousse à l'extrême haut, à l'extrême bas ou dans une autre direction, etc. Je trouve ça intéressant souvent cette manière de travailler. Après, pas quand c'est gratuit, quoi, quand ça veut dire quelque chose, quand ça a du sens aussi, mais bon. Oui, cela rend le personnage attachant, le fait que lui aussi peut se faire avoir. Mais ouais, carrément, 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 ça le rend moins inaccessible. C'est cool aussi. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle en fait. Très cool. Et sinon, ce que j'étais en train de dire à l'instant, ça me refait penser à un truc tout con, hein. Mais en fait, ça, c'est un truc. Ça, c'est un truc, tiens, c'est marrant parce qu'on a souvent cette discussion avec des gens, pour le coup, concernant le jeu vidéo. Euh, on n'est pas obligé
de faire un truc révolutionnaire pour que ce soit bien. Des fois, pour que ce soit bien, il faut juste faire un truc bien. Et, euh, et là, ce que j'aime bien avec Maurice Leblanc, c'est que je pense pas que ça soit révolutionnaire. Je trouve pas que. Alors, je dis ça, quoique, à l'époque, voilà, ça commence à dater. Donc, à l'époque, il devait être beaucoup moins nombreux dans son créneau, si je puis dire. Donc, voilà, peut-être qu'à son époque, c'était beaucoup plus novateur, etc. Mais en tout cas, voilà, je le trouve pas révolutionnaire, mais je le trouve bon. Et bon, c'est bien. Bon, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Il y a plein de jeux vidéo où je préférais que les gens fassent bien et bon plutôt que de tenter révolutionnaire. Mais bon, bref, je m'égare. Mais... Et ça me fait penser aussi à une autre chose que j'ai dit souvent. J'en ai peut-être déjà parlé en live en plus parce que je sais que c'est quelque chose que je dis souvent par rapport aux jeux de rôle. Ça me fait penser à ma manière de créer des personnages en jeu de rôle. Moi, ma manière de créer des personnages en jeu de rôle, très très souvent, c'est de prendre deux stéréotypes et de les accoler. Et de voir comment les deux s'inter-influencent, si je puis dire. Non, ça se dit pas. S'influencent, tout simplement. Ça, c'est. J'ai le chic pour rajouter des prépositions qui servent à rien, etc. Enfin, bon, bref. Mais, euh, mais ouais. Ouais, ça, je trouve ça hyper intéressant. Comme je disais, rien n'est original, entre guillemets. Tout a déjà été fait, rien n'est novateur. La, le côté original, le côté novateur se fait sur ta manière d'organiser les choses, je trouve, davantage que sur l'idée en elle-même. Et ouais, bah par exemple, je sais pas moi, je prends un exemple, je crois que c'était mon tout premier personnage de jeu de rôle. Il s'appelait Kriegsgulnjuf. Et j'ai pris un faune. Donc voilà, mon idée 1, si je peux dire, c'était un faune. Et mon idée 2, enfin en fait non, deux choses ont découlé de ce truc-là. C'est que du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un espèce de musicien un peu poète, très calme, etc., etc. Donc ça, c'était mon archétype numéro un. L'espèce de poète très chill qui joue de la flûte, qui s'émeut d'un clair de lune et ainsi de suite. Et de l'autre côté, j'étais parti sur le côté bestial du faune. Et du coup, le fait que il était ultra calme, ultra contemplatif, etc., etc. Mais tu touches à un cheveu de ses amis, il devient bestial, sauvage, ultra violent et il te rentre dans l'art. Et voilà, je suis parti de ces deux archétypes-là, quoi. Je suis parti de l'archétype le calme, poète, etc. Et l'archétype, tu touches à ses amis, il devient hyper violent et il te fracasse le crâne. Et hop, compilation des deux, organisation des deux, plus ou moins haut degré, avec voilà, des petits réglages des jauges, quoi. Et hop, ça a fait un personnage que j'ai trop kiffé et que j'ai trouvé hyper intéressant à jouer. Et ouais, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression de marcher comme ça pour la création de mes personnages de jeux de rôle, mais même dans ma création globale, il y a pas mal de choses qui s'organisent juste d'une manière aussi simple que ça. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire très compliqué pour que ce soit cool. Euh, ouais, bref. Bref, j'ai pas mal digressé. Quand tu inventes dont ça me rappelle une histoire et qu'après tu nous dis un peu ce qui te passait par la tête, c'est intéressant par exemple pour rejoindre ce que tu disais sur la création. Ah, bah ça me fait plaisir, les porte merci. En plus, ces temps-ci, je me dis de plus en plus que je referais bien, ça me rappelle une histoire, ça commence à me manquer ce format. Ça commence à bien me manquer. Euh, mais en fait, le truc qui me gêne, on va dire, c'est que j'ai très peur d'avoir déjà épuisé le filon. Alors je mets des gros guillemets, mais parce qu'en vérité, pas du tout. J'ai fait quoi? J'ai fait 10 ou 12 épisodes, un truc comme ça. Mais le truc, c'est que toutes les idées que j'avais de d'autres épisodes nécessitait peut-être du matos et de l'investissement financier, si je puis dire. Donc, c'était pas toujours envisageable parce que bah voilà, je gagne pas masse argent avec ma chaîne. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, quoique la balance doit commencer à se faire, mais je pense que pendant des années, j'ai dépensé et investi beaucoup plus dans ma chaîne que je n'ai gagné. Là, je pense que depuis quelques mois, une grosse année, 2 années peut-être.
Ça commence doucement à arriver à la balance, je pense. Mais du coup, voilà, c'était un peu compliqué. J'avais des idées En fait, c'est ça aussi, c'est que j'ai des idées qui me frustrent de ne pas faire et que j'ai trop envie de faire, mais c'est compliqué. Et sinon, du coup, je me disais, j'ai peur de faire des Reddit, quoi. J'ai peur de faire des Reddit. Donc j'ai peur de faire un... ça me rappelle une histoire fantastique. Je crois que j'ai déjà fait 2 épisodes sur le thème fantastique, je crois. Et du coup de me dire, bon bah je vais refaire la même histoire, quoi. Parce que dans Ça me rappelle une histoire, pour ceux qui savent pas de quoi je suis en train de parler, il y a une époque où je faisais une émission en live, bah il y a l'année passée, je faisais une émission qui s'appelait Ça me rappelle une histoire, et c'était un peu une émission d'improvisation. C'est-à-dire que j'inventais des histoires, et vous pouviez, vous, viewers, me donner des suggestions que je devais incorporer dans l'histoire. Donc en gros, vous me donniez des obstacles ou des aides, ça dépend comment on le voit, mais en tout cas, vous me donniez des éléments que je devais incorporer à l'histoire, et du coup, j'ai inventé une histoire comme ça en improvisation. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, ça me rappelle une histoire. Je crois qu'en tout et pour tout, j'ai dû créer un truc du style 23 histoires, 20 peut-être 25 du coup. Enfin, je sais plus, 23 ou 25 histoires, je pense, parce que j'en faisais quasi 2 à chaque fois. Donc, bah en fait, voilà, de la même manière, je suis en mode. J'ai envie de. Là, j'ai de plus en plus l'appétit qui revient pour cette émission. Mais j'ai quand même encore un peu la peur de me dire, ah, est-ce que je vais pas juste me répéter? Est-ce que ça va pas juste un peu tourner en rond? Est-ce que je vais savoir encore faire des trucs qui vous intéressent, mais qui moi aussi m'excitent suffisamment pour que j'aie envie de le faire? Je sais pas. Mais ouais, ça me titille de plus en plus un retour de Ça me rappelle une histoire. Notamment aussi parce que j'ai envie de d'écrire en ce moment. J'ai beaucoup envie d'écrire en ce moment. C'est vrai que c'est marrant parce que des fois, on se rend compte de choses en le disant. Et c'est une idée que j'ai en tête depuis quelques jours, semaines. Mais là, en le disant, je me rends compte que ouais, j'ai vraiment envie d'écrire ces temps-ci. Et, euh, et du coup, je sais pas, je m'étais dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une émission autour de l'écriture? Et du coup, bah forcément, ça m'a fait penser à... Ça me rappelle une histoire spéciale écriture qu'on avait fait ensemble. Et on avait écrit du coup un espèce de conte de Noël ensemble, c'était bien marrant. Mais ouais, il y a moyen que ça revienne, je pense. Ah, c'est gentil, l'écoute aux portes. Je pense que l'émission, de toute façon, je l'avais dit hein, quand j'avais arrêté, je pense que l'émission est en pause, entre guillemets, mais qu'elle n'est pas définitivement arrêtée. Euh, de la même manière, l'émission de découverte de l'univers de League of Legends, j'ai dit que c'était en pause pour quelques semaines, mois. Ça fait à peine quelques semaines que j'ai arrêté et j'ai déjà de plus en plus l'appétit de m'y remettre. Donc ouais, je pense qu'il y a des lives qui vont popper bientôt, j'espère. Bonsoir Léa, comment tu vas? Merci de nous rejoindre à nouveau, ça fait plaisir. J'ai beaucoup parlé lors de cette pause. Je crois que je vais reprendre la lecture avec la deuxième nouvelle du soir. Je vais changer le titre vite fait. Alors, hop, la perle. Oups. La... Ah, je fais n'importe quoi avec les majuscules. La perle noire, voilà. Perfect. Donc la perle noire, si je ne m'abuse, de ce que j'avais vu sur internet, je crois que c'est normalement, chronologiquement, la dernière nouvelle qui est parue lors de la première parution de ce recueil de nouvelles. Mais là, dans celui-ci, dans cette version, dans cette édition, il a été placé en avant-dernier. Me demandez pas pourquoi, j'en ai pas la moindre idée. Voilà, voilà. Allez, je vais m'y mettre, surtout qu'elle est assez courte, mais plus longue que la première, je crois. Donc on en a encore pour quelques temps. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je sais pas qui est resté depuis tout à l'heure, du coup, mais bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute Léa, bonne écoute la fille d'Avril, si tu es toujours parmi nous. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Les messages de Wizbot ont changé et ça me perturbe trop. Ah ouais, ils s'inscrivaient en bleu. Et là, vu qu'ils s'inscrivent en blanc, ça me trigger, j'ai l'impression que quelqu'un a parlé. Bref. Bonne écoute à tous, et à dans quelques minutes pour l'outro de ce live. La perle noire. Un violent coup de sonnette réveilla la concierge du numéro 9 de l'avenue Hoche.
Elle tira le cordon en grognant. Je croyais tout le monde rentré. Il est au moins 3 heures. Son mari bougonna. C'est peut-être pour le docteur. En effet, une voix demanda. Le docteur Harel? Quel étage? 3e à gauche, mais le docteur ne se dérange pas la nuit. Il faudra bien qu'il se dérange. Le monsieur pénétra dans le vestibule, monta un étage, 2 étages, et, sans même s'arrêter sur le palier du docteur Harel, continua jusqu'au 5e. Là, il essaya 2 clés. L'une fit fonctionner la serrure, l'autre le verrou de sûreté. À merveille, murmura-t-il. La besogne est considérablement simplifiée. Mais avant d'agir, il faut assurer notre retraite. Voyons. Ai-je eu logiquement le temps de sonner chez le docteur et d'être congédié par lui? Pas encore. Un peu de patience. Au bout d'une dizaine de minutes, il descendit et heurta le carreau de la loge en maugréant contre le docteur. On lui ouvrit, et il claqua la porte derrière lui. Or, cette porte ne se ferma point, l'homme ayant vivement appliqué un morceau de fer sur la gâche afin que le pêne ne pût s'y introduire. Il entra donc, sans bruit, à l'insu des concierges. En cas d'alarme, sa retraite était assurée. Paisiblement, il remonta les 5 étages. Dans l'antichambre, à la lueur d'une lanterne électrique, il déposa son pardessus et son chapeau sur une des chaises, s'assit sur une autre et enveloppa ses bottines d'épais chaussons de feutre. Ouf, ça y est, et combien facilement. Je me demande un peu pourquoi tout le monde ne choisit pas le confortable métier de cambrioleur. Avec un peu d'adresse et de réflexion, il n'en est pas de plus charmant. Un métier de tout repos, un métier de père de famille, trop commode même. Cela devient fastidieux. Il déplia un plan détaillé de l'appartement. Commençons par nous orienter. Ici, j'aperçois le rectangle du vestibule où je suis. Du côté de la rue, le salon, le boudoir et la salle à manger. Inutile de perdre son temps par là. Il paraît que la comtesse a un goût déplorable. Pas un bibelot de valeur. Donc, droit au but. Ah, voici le tracé d'un couloir, du couloir qui mène aux chambres. À 3 mètres, je dois rencontrer la porte du placard aux robes qui communique avec la chambre de la comtesse. Il replia son plan, éteignit sa lanterne et s'engagea dans le couloir en comptant. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Voici la porte. Comme tout s'arrange, mon Dieu. Un simple verrou. Un petit verrou me sépare de la chambre, et qui plus est, je sais que ce verrou se trouve à 1,43 m du plancher. De sorte que, grâce à une légère incision que je vais pratiquer autour, nous en serons débarrassés. Il sortit de sa poche les instruments nécessaires, mais une idée l'arrêta. Et si, par hasard, ce verrou n'était pas poussé? Essayons toujours, pour ce qu'il en coûte. Il tourna le bouton de la serrure. La porte s'ouvrit. Mon brave Lupin, décidément la chance te favorise. Que te faut-il maintenant? Tu connais la topographie des lieux où tu vas opérer. Tu connais l'endroit où la comtesse cache la perle noire. Par conséquent, pour que la perle noire t'appartienne, il s'agit tout bêtement d'être plus silencieux que le silence, plus invisible que la nuit. Arsène Lupin employa bien une demi-heure pour ouvrir la seconde porte, une porte vitrée qui donnait sur la chambre. Mais il le fit avec tant de précaution qu'alors même que la comtesse n'eût pas dormi, aucun grincement équivoque n'aurait pu l'inquiéter. D'après les indications de son plan, il n'avait qu'à suivre le contour d'une chaise longue. Cela le conduisait à un fauteuil, puis à une petite table située près du lit. Sur la table, il y avait une boîte de papier à lettres, et enfermée tout simplement dans cette boîte, la perle noire. Il s'allongea sur le tapis et suivit les contours de la chaise longue. Mais à l'extrémité, il s'arrêta pour réprimer les battements de son cœur. Bien qu'aucune crainte ne l'agitât, il lui était impossible de vaincre cette sorte d'angoisse nerveuse que l'on éprouve dans le trop grand silence. Et il s'en étonnait, car enfin, il avait vécu sans émotion des minutes plus solennelles. Nul danger ne le menaçait. Alors, pourquoi son cœur battait-il comme une cloche affolée? Était-ce cette femme endormie qui l'impressionnait, cette vie si voisine de la sienne? Il écouta et crut discerner le rythme d'une respiration. Il fut rassuré comme par une présence amie. Il chercha le fauteuil, puis, par petits gestes insensibles, rampa vers la table, tâtant l'ombre de son bras étendu. Sa main droite rencontra un des pieds de la table. Enfin, il n'avait plus qu'à se lever, à prendre la perle et à s'en aller. Heureusement, car son cœur recommençait à sauter dans sa poitrine comme une bête terrifiée, et avec un tel bruit qu'il lui semblait impossible que la comtesse ne s'éveillât point.
Il l'apaisa dans un élan de volonté prodigieux, mais au moment où il essayait de se relever, sa main gauche heurta sur le tapis un objet qu'il reconnut tout de suite pour un flambeau renversé. Et aussitôt un autre objet se présenta, une pendule, une de ces petites pendules de voyage qui sont recouvertes d'une gaine de cuir. Quoi? Que se passait-il? Il ne comprenait pas. Ce flambeau, cette pendule, pourquoi ces objets n'étaient-ils pas à leur place habituelle? Ah, que se passait-il dans l'ombre effarante? Et soudain, un cri lui échappa. Il avait touché... Oh, à quelque chose étrange, innommable. Mais non, non, la peur lui troublait le cerveau. 20 secondes, 30 secondes, il demeura immobile, épouvanté, de la sueur aux tempes. Et ses doigts gardaient la sensation de ce contact. Par un effort implacable, il tendit le bras de nouveau. Sa main de nouveau effleura la chose étrange, innommable. Il la palpa. Il exigea que sa main la palpât et se rendit compte. C'était une chevelure, un visage, et ce visage était froid, presque glacé. Si terrifiante que soit la réalité, un homme comme Arsène Lupin la domine dès qu'il en a pris connaissance. Rapidement, il fit jouer le ressort de sa lanterne. Une femme gisait devant lui, couverte de sang. D'affreuses blessures dévastaient son cou et ses épaules. Il se pencha et l'examina. Elle était morte. Morte, morte, répéta-t-il avec stupeur. Et il regardait ses yeux fixes, le rictus de cette bouche, cette chair livide et ce sang, tout ce sang qui avait coulé sur le tapis et se figeait maintenant, épais et noir. S'étant relevé, il tourna le bouton de l'électricité, la pièce s'emplit de lumière, et il put voir tous les signes d'une lutte acharnée. Le lit était entièrement défait, les couvertures et les draps arrachés. Par terre, le flambeau, puis la pendule, les aiguilles marquaient 11h20, puis plus loin, une chaise renversée et partout, du sang, des flaques de sang. Et la perle noire, murmura-t-il. La boîte de papier à lettres était à sa place. Il l'ouvrit vivement. Elle contenait l'écrin, mais l'écrin était vide. Fichtre, se dit-il, tu t'es vanté un peu tôt de ta chance, mon ami Arsène Lupin. La comtesse assassinée, la perle noire disparue. La situation n'est pas brillante. Filons, sans quoi tu risques fort d'encourir de lourdes responsabilités. Il ne bougea pas, cependant. Filer? Oui, un autre filerait. Mais Arsène Lupin, n'y a-t-il pas mieux à faire? Voyons, procédons par ordre. Après tout, ta conscience est tranquille. Suppose que tu es commissaire de police et que tu dois procéder à une enquête. Oui, mais pour cela, il faudrait avoir un cerveau plus clair. Et le mien est dans un état. Il tomba sur un fauteuil, ses poings crispés contre son front brûlant. L'affaire de l'avenue Hoche est une de celles qui nous ont le plus vivement intrigués en ces derniers temps, et je ne l'eusse certes pas raconté si la participation d'Arsène Lupin ne l'éclairait d'un jour tout spécial. Cette participation, il en est peu qui la soupçonnent. Nul ne sait en tout cas l'exacte et curieuse vérité. Qui ne connaissait, pour l'avoir rencontrée au bois, Léontine Zalti, l'ancienne cantatrice, épouse et veuve du comte d'Andillot, la Zalti dont le luxe éblouissait Paris il y a quelque 20 ans, comtesse d'Andillot, à qui ses parures de diamants et de perles valaient une réputation européenne. On disait d'elle qu'elle portait sur ses épaules le coffre-fort de plusieurs maisons de banque et les mines d'or de plusieurs compagnies australiennes. Les grands joailliers travaillaient pour la Zalti comme on travaillait jadis pour les rois et pour les reines. Et qui ne se souvient de la catastrophe où toutes ces richesses furent englouties? Maisons de banque et mines d'or, le gouffre dévora tout. De la collection merveilleuse dispersée par le commissaire-priseur, il ne resta que la fameuse perle noire. La perle noire, c'est-à-dire une fortune, si elle avait voulu s'en défaire. Elle ne le voulut point. Elle préféra se restreindre, vivre dans un simple appartement, avec sa dame de compagnie, sa cuisinière et un domestique, plutôt que de vendre cet inestimable joyau. Il y avait à cela une raison qu'elle ne craignait pas d'avouer. La perle noire était le cadeau d'un empereur. Et presque ruinée, réduite à l'existence la plus médiocre, elle demeura fidèle à sa compagne des beaux jours. Moi vivante, disait-elle, je ne la quitterai pas. Du matin jusqu'au soir, elle la portait à son cou. La nuit, elle la mettait dans un endroit connu d'elle seule.
Tous ces faits rappelés par les feuilles publiques stimulèrent la curiosité, et chose bizarre, mais facile à comprendre pour ceux qui ont le mot de l'énigme, ce fut précisément l'arrestation de l'assassin présumé qui compliqua le mystère et prolongea l'émotion. Le surlendemain, en effet, les journaux publiaient la nouvelle suivante. On nous annonce l'arrestation de Victor Danègre, le domestique de la comtesse d'Andillot. Les charges relevées contre lui sont écrasantes. Sur la manche en lustrine de son gilet de livrée, que M. Dudouis, le chef de la sûreté, a trouvé dans sa mansarde, entre le sommier et le matelas, on a constaté des taches de sang. En outre, il manquait à ce gilet un bouton recouvert d'étoffe. Or, ce bouton, dès le début des perquisitions, avait été ramassé sous le lit même de la victime. Il est probable qu'après le dîner, Danègre, au lieu de regagner sa mansarde, se sera glissé dans le cabinet aux robes, et que par la porte vitrée, il a vu la comtesse cacher la perle noire. Nous devons dire que, jusqu'ici, aucune preuve n'est venue confirmer cette supposition. En tout cas, un autre point reste obscur. À 7 heures du matin, Danègre s'est rendu au bureau de tabac du boulevard de Courcelles. La concierge d'abord, puis la buraliste ont témoigné dans ce sens. D'autre part, la cuisinière de la comtesse et sa dame de compagnie, qui toutes deux couchent au bout du couloir, affirment qu'à 8 heures, quand elles se sont levées, la porte de l'antichambre et la porte de la cuisine étaient fermées à double tour. Depuis 20 ans au service de la comtesse, ces deux personnes sont au-dessus de tout soupçon. On se demande donc comment Danègre a pu sortir de l'appartement. S'était-il fait faire une autre clé? L'instruction éclaircira ces différents points. L'instruction n'éclaircit absolument rien, au contraire. On apprit que Victor Danègre était un récidiviste dangereux, un alcoolique et un débauché, qu'un coup de couteau n'effrayait pas. Mais l'affaire elle-même semblait, au fur et à mesure qu'on l'étudiait, s'envelopper de ténèbres plus épaisses et de contradictions plus inexplicables. D'abord, une demoiselle de Saint-Clèves, cousine et unique héritière de la victime, déclara que la comtesse, un mois avant sa mort, lui avait confié dans une de ses lettres la façon dont elle cachait la perle noire. Le lendemain du jour où elle recevait cette lettre, elle en constatait la disparition. Qui l'avait volée? De leur côté, les concierges racontèrent qu'ils avaient ouvert la porte à un individu, lequel était monté chez le docteur Harel. On manda le docteur. Personne n'avait sonné chez lui. Alors qui était cet individu? Un complice? Cette hypothèse d'un complice fut adoptée par la presse et par le public. Ganimard, le vieil inspecteur principal, Ganimard la défendait, non sans raison. Il y a du Lupin là-dessous, disait-il au juge. Bah, ripostait celui-ci. Vous le voyez partout, votre Lupin. Je le vois partout parce qu'il est partout. Dites plutôt que vous le voyez chaque fois où quelque chose ne vous paraît pas très clair. D'ailleurs, en l'espèce, remarquez ceci. Le crime a été commis à 11h20 du soir, ainsi que l'atteste la pendule, et la visite nocturne dénoncée par les concierges n'a eu lieu qu'à 3 heures du matin. La justice obéit souvent à ces entraînements de conviction qui font qu'on oblige les événements à se plier à l'explication première qu'on en a donnée. Les antécédents déplorables de Victor Danègre, récidiviste, ivrogne et débauché, influencèrent le juge, et bien qu'aucune circonstance nouvelle ne vint corroborer les 2 ou 3 indices primitivement découverts, rien ne put l'ébranler. Il boucla son instruction. Quelques semaines après, les débats commencèrent. Ils furent embarrassés et languissants. Le président les dirigea sans ardeur. Le ministère public attaqua mollement. Dans ces conditions, l'avocat de Danègre avait beau jeu. Il montra les lacunes et les impossibilités de l'accusation. Nulle preuve matérielle n'existait. Qui avait forgé la clé? L'indispensable clé sans laquelle Danègre, après son départ, n'aurait pu refermer à double tour la porte de l'appartement. Qui l'avait vue, cette clé? Et qu'était-elle devenue? Qui avait vu le couteau de l'assassin? Et qu'était-il devenu? Et en tout cas, concluait l'avocat, prouvez que c'est mon client qui a tué. Prouvez que l'auteur du vol et du crime n'est pas ce mystérieux personnage qui s'est introduit dans la maison à 3 heures du matin. La pendule marquait 11 heures, me direz-vous. Et après, ne peut-on mettre les aiguilles d'une pendule à l'heure qui nous convient? Victor Danègre fut acquitté. Il sortit de prison un vendredi au déclin du jour, amaigri, déprimé par 6 mois de cellule. L'instruction, la solitude, les débats, les délibérations du jury, tout cela l'avait empli d'une épouvante maladive. La nuit, d'affreux cauchemars, des visions d'échafaud le hantaient. Il tremblait de fièvre et de terreur. Sous le nom d'Anatole Dufour, il loua une petite chambre sur les hauteurs de Montmartre, et il vécut au hasard des besognes, bricolant de droite et de gauche. Vie lamentable.
3 fois engagé par 3 patrons différents, il fut reconnu et renvoyé sur le champ. Souvent il s'aperçut, ou crut s'apercevoir, que des hommes le suivaient, des hommes de la police, il n'en doutait point, qui ne renonçaient pas à le faire tomber dans quelque piège. Et d'avance il sentait l'étreinte rude de la main qui le prendrait au collet. Un soir, qu'il dînait chez un traiteur du quartier, quelqu'un s'installa en face de lui. C'était un individu d'une quarantaine d'années, vêtu d'une redingote noire, de propreté douteuse. Il commanda une soupe, des légumes et 1 litre de vin. Et quand il eut mangé la soupe, il tourna les yeux vers Danègre et le regarda longuement. Danègre pâlit. Pour sûr, cet individu était de ceux qui le suivaient depuis des semaines. Que lui voulait-il? Danègre essaya de se lever. Il ne le put. Ses jambes chancelaient sous lui. L'homme se versa un verre de vin et emplit le verre de Danègre. « Nous trinquons, camarade ?» Victor balbutia. « Oui, oui, à votre santé, camarade. »« À votre santé, Victor Danègre. » L'autre sursauta. « Moi? Moi? Mais non, je vous jure. »« Vous me jurez quoi? Que vous n'êtes pas vous, le domestique de la comtesse ?»« Quel domestique? Je m'appelle Dufour. Demandez au patron. » Dufour, Anatole, oui, pour le patron, mais Danègre pour la justice, Victor Danègre. Pas vrai, on vous a menti. Le nouveau venu tira de sa poche une carte et la tendit. Victor lut. Grimaudan, ex-inspecteur de la sûreté, renseignement confidentiel. Il tressaillit. Vous êtes de la police? Je n'en suis plus, mais le métier me plaisait et je continue d'une façon plus lucrative. On déniche de temps en temps des affaires d'or, comme la vôtre. La mienne? Oui, la vôtre. C'est une affaire exceptionnelle, si toutefois vous voulez bien y mettre un peu de complaisance. Et si je n'en mets pas? Il le faudra. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien me refuser. Une appréhension sourde envahissait Victor Danègre. Il demanda. Qu'y a-t-il? Parlez. Soit, répondit l'autre. Finissons-en. En 2 mots voici. Je suis envoyé par mademoiselle de Saint-Clèves. Saint-Clèves? L'héritière de la comtesse d'Andillot. Eh bien, mademoiselle de Saint-Clèves me charge de vous réclamer la perle noire. La perle noire? Celle que vous avez volée. Mais je ne l'ai pas. Vous l'avez. Si je l'avais, ce serait moi l'assassin. C'est vous l'assassin. Danègre s'efforça de rire. Heureusement, mon bon monsieur, que la cour d'assises n'a pas été du même avis. Tous les jurés, vous entendez, m'ont reconnu innocent. Et quand on a sa conscience pour soi et l'estime de 12 braves gens... L'ex-inspecteur lui saisit le bras. Pas de phrase, mon petit. Écoutez-moi bien attentivement et pesez mes paroles. Elles en valent la peine. Danègre, 3 semaines avant le crime, vous avez dérobé à la cuisine la clé qui ouvre la porte de service, et vous avez fait faire une clé semblable chez Outard, serrurier, 244 rue Oberkampf. Pas vrai, gronda Victor. Personne n'a vu cette clé. Elle n'existe pas. La voici. Après un silence, Grimaudan reprit. Vous avez tué la comtesse à l'aide d'un couteau à virole acheté au bazar de la République, le jour même où vous commandiez votre clé. La lame est triangulaire et creusée d'une cannelure. De la blague, tout cela. Vous parlez au hasard. Personne n'a vu le couteau. Le voici. Victor Danègre eut un geste de recul. L'ex-inspecteur continua. Il y a dessus des taches de rouille. Est-il besoin de vous en expliquer la provenance? Et après, vous avez une clé et un couteau. Qui peut affirmer qu'il m'appartenait? Le serrurier d'abord, et ensuite l'employé auquel vous avez acheté le couteau. J'ai déjà rafraîchi leur mémoire. En face de vous, ils ne manqueront pas de vous reconnaître. Il parlait sèchement et durement, avec une précision terrifiante. Danègre était convulsé de peur. Ni le juge, ni le président des assises, ni l'avocat général ne l'avaient serré d'aussi près, n'avaient vu aussi clair dans des choses que lui-même ne discernait plus très nettement. Cependant, il essaya encore de jouer l'indifférence. « Si c'est là toutes vos preuves... » « Il me reste celle-ci. Vous êtes reparti après le crime par le même chemin, mais au milieu du cabinet aux robes, pris d'effroi, vous avez dû vous appuyer contre le mur pour garder votre équilibre. »« Comment le savez-vous » bégaya Victor. « Personne ne peut le savoir. » La justice, non. Il ne pouvait venir à l'idée d'aucun de ces messieurs du parquet d'allumer une bougie et d'examiner les murs. Mais si on le faisait,
On verrait sur le plâtre blanc une marque rouge très légère, assez nette cependant, pour qu'on y retrouve l'empreinte de la face antérieure de votre pouce tout humide de sang, et que vous avez posé contre le mur. Or, vous n'ignorez pas qu'en anthropométrie, c'est là un des principaux moyens d'identification. Victor Danègre était blême. Des gouttes de sueur coulaient de son front. Il considérait avec des yeux de fou cet homme étrange qui évoquait son crime comme s'il en avait été le témoin invisible. Il baissa la tête, vaincu, impuissant. Depuis des mois, il luttait contre tout le monde. Contre cet homme-là, il avait l'impression qu'il n'y avait rien à faire. « Si je vous rends la perle, balbutia-t-il, combien me donnerez-vous ?»« Rien. »« Comment ? Vous vous moquez. Je vous donnerai une chose qui vaut des mille et des centaines de mille et je n'aurai rien. » ?»« Si, la vie. » Le misérable frissonna. Grimaudan ajouta, d'un ton presque doux: « Voyons, Danègre, cette perle n'a aucune valeur pour vous. Il vous est impossible de la vendre. À quoi bon la garder ? Il y a des reselleurs, et un jour ou l'autre, à n'importe quel prix, un jour ou l'autre il sera trop tard. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que la justice aura remis la main sur vous, et cette fois, avec les preuves que je lui fournirai, le couteau, la clé, l'indication de votre pouce. Vous êtes fichu, mon bonhomme. Victor s'étreignit la tête de ses deux mains et réfléchit. Il se sentait perdu, en effet, irrémédiablement perdu, et, en même temps, une grande fatigue l'envahissait, un immense besoin de repos et d'abandon. Il murmura: « Quand vous la faut-il ? » ?»« Ce soir, avant 1 heure. Sinon ? » ?»« Sinon, je mets à la poste cette lettre où mademoiselle de Sinclèves vous dénonce au procureur de la République. » Danègre se versa 2 verres de vin qu'il but coup sur coup, puis se levant: « Payez l'addition et allons-y. J'en ai assez de cette maudite affaire. » La nuit était venue. Les 2 hommes descendirent la rue Le Pic et suivirent les boulevards extérieurs en se dirigeant vers l'Étoile. Ils marchaient silencieusement, Victor très las et le dos voûté. Au parc Monceau, il dit: « C'est du côté de la maison. »« Parbleu, vous n'en êtes sorti avant votre arrestation que pour aller au bureau de tabac. »« Nous y sommes, » fit Danègre d'une voix sourde. Ils longèrent la grille du jardin et traversèrent une rue dont le bureau de tabac faisait l'encoignure. Danègre s'arrêta quelques pas plus loin. Ses jambes vacillaient. Il tomba sur un banc. « Eh bien ? » demanda son compagnon. « C'est là. »« C'est là. Qu'est-ce que vous me chantez ? » ?»« Oui, là, devant nous. »« Devant nous ? Dites donc, Danègre, il ne faudrait pas. Je vous répète qu'elle est là. »« Où ? » ?»« Entre 2 pavés. »« Lesquels ? » ?»« Cherchez. »« Lesquels ? » répéta Grimaudan. Victor ne répondit pas. « Ah, parfait. Tu veux me faire poser, mon bonhomme ? » ?»« Non, mais je vais crever de misère. »« Et alors, tu hésites ? Allons, je serai bon prince. Combien te faut-il ? » ?»« De quoi prendre un billet d'entrepont pour l'Amérique. »« Convenu. Et un billet de 100 francs pour les premiers frais. »« Tu en auras 2. Parle. »« Comptez les pavés, à droite de l'égout. C'est entre le 12e et le 13e. »« Dans le ruisseau ? » ?»« Oui, en bas du trottoir. » Grimaudan regarda autour de lui. Des tramways passaient, des gens passaient. Mais bah, qui pouvait se douter ? Il ouvrit son canif et le planta entre le 12e et le 13e pavé. Et si elle n'y est pas ? Si personne ne m'a vu me baisser et l'enfoncer, elle y est encore. Se pouvait-il qu'elle y fût ? La perle noire jetée dans la boue d'un ruisseau, à la disposition du premier venu ? La perle noire. Une fortune. À quelle profondeur ? Elle est à 10 centimètres à peu près. Il creusa le sable mouillé, la pointe de son canif heurta quelque chose. Avec ses doigts, il élargit le trou. Il aperçut la perle noire. « Tiens, voilà tes 200 francs. Je t'enverrai ton billet pour l'Amérique. » Le lendemain, l'Écho de France publiait cet entrefilé, qui fut reproduit par les journaux du monde entier. Depuis hier, la fameuse perle noire est entre les mains d'Arsène Lupin, qui l'a reprise au meurtrier de la comtesse d'Andillot. Avant peu, des facsimilés de ce précieux bijou seront exposés à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Calcutta, à Buenos Aires et à New York. Arsène Lupin attend les propositions que voudront bien lui faire ses correspondants. Et voilà comme quoi le crime est toujours puni et la vertu récompensée, conclut Arsène Lupin, lorsqu'il m'eut révélé les dessous de l'affaire.
Et voilà comme quoi, sous le nom de Grimaudan, ex-inspecteur de la sûreté, vous fûtes choisi par le destin pour enlever au criminel le bénéfice de son forfait. Justement, et j'avoue que c'est une des aventures dont je suis le plus fier. Les 40 minutes que j'ai passées dans l'appartement de la comtesse, après avoir constaté sa mort, sont parmi les plus étonnantes et les plus profondes de ma vie. En 40 minutes, empêtré dans la situation la plus inextricable, j'ai reconstitué le crime, j'ai acquis la certitude, à l'aide de quelques indices, que le coupable ne pouvait être qu'un domestique de la comtesse. Enfin, j'ai compris que, pour avoir la perle, il fallait que ce domestique fût arrêté, et j'ai laissé le bouton de gilet. Mais qu'il ne fallait pas qu'on relevât contre lui des preuves irrécusables de sa culpabilité. Et j'ai ramassé le couteau oublié sur le tapis, emporté la clé oubliée sur la serrure, fermé la porte à double tour et effacé les traces des doigts sur le plâtre du cabinet aux robes. À mon sens, ce fut là un de ces éclairs. De génie, interrompis-je. De génie, si vous voulez, et qui n'eût pas illuminé le cerveau du premier venu. Deviner en une seconde les deux termes du problème, une arrestation et un acquittement, me servir de l'appareil formidable de la justice pour détraquer mon homme, pour l'abêtir, bref, pour le mettre dans un état d'esprit tel qu'une fois libre, il devait inévitablement, fatalement tomber dans le piège un peu grossier que je lui tendais. Un peu, dites beaucoup, car il ne courait aucun danger. Oh, pas le moindre, puisque tout acquittement est une chose définitive. Pauvre diable. Pauvre diable. Victor Danègre, vous ne songez pas que c'est un assassin? Il eût été de la dernière immoralité que la perle noire lui restât. Il vit, pensez donc. Danègre vit. Et la perle noire est à vous. Il la sortit d'une des poches secrètes de son portefeuille, l'examina, la caressa de ses doigts et de ses yeux, et il soupirait. Quel est le boyard, quel est le raja imbécile et vaniteux qui possédera ce trésor? À quel milliardaire américain est destiné le petit morceau de beauté et de luxe qui ornait les blanches épaules de Léontine Zalti, comtesse d'Andillot? Et c'est la fin de la nouvelle La Perle Noire, les amis. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro. Et du coup, merci pour le nouveau follow. Merci pour le follow pendant que j'étais en lecture. Raccoon Laver. Euh, Spécial comme pseudo. J'ai du mal à le dire et à comprendre comment tu l'as composé. Mais merci pour le follow, Raccoon Laver. Écoutez, j'ai bien aimé aussi cette nouvelle. Je kiffe en ce moment, franchement. J'avais eu une grosse appréhension lors du premier live parce que vraiment j'étais en mode ah mince, je trouve pas ça si fou, ça me plaît pas tant que ça. Et depuis, ça a été toujours très cool. C'est pas moral du tout, ça fait du bien de temps en temps, nous dit l'écoute aux portes. C'est vrai que pour le coup, je me suis fait la réflexion. Bah, en même temps, c'est ça. Enfin, ça fait partie des plaisirs de lecture d'Arsène Lupin, je pense. Ce petit plaisir coupable, entre guillemets. Euh, Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, putain, il pourrait tellement être le meilleur flic du monde, entre guillemets. Et en fait, il se prend la tête doublement parce que, en plus de trouver les solutions aux problèmes, il recrée des problèmes pour la justice, pour les flics, pour l'apparat, du moins, pour les apparences, euh, pour que lui, avec les bons mots bien choisis. En fait, c'est ça qui est fort avec Arsène Lupin, c'est que c'est beaucoup dans le paraître et dans l'apparat, dans l'apparence, ouais. Juste pour que avec les bons mots bien choisis, les, les rares petites actions, parce qu'il fait... Enfin, comment dire? Il n'y a pas tellement d'actions nécessaires de sa part, quoi, je trouve. C'est surtout de l'ingéniosité et de la ruse verbale, presque. Enfin, en tout cas, c'est une grosse partie de ces processus, quoi. Donc ouais, il suffit de ça. Et du coup, c'est marrant, quoi. Je trouve ça trop marrant, ce procédé, ce processus il règle les problèmes et il pourrait élucider les plus grands mystères. Et à la fois, il les renimbe de ténèbres, il les reteinte de nouvelles problématiques pour pouvoir faire ses affaires à lui, quoi. C'est terrible. Parce qu'en soi, bon, il a volé à un assassin, mais je sais pas si on peut non plus louer son action, quoi. Enfin ouais, c'est marrant.
Euh, il juge presque le voleur comme un peu bête, peut-être, mais rien n'est dit sur la victime. Je comprends pas ce que tu veux dire, les couteaux portes pour le coup. Que là, on n'avait pas trop d'infos sur la victime et sur ce que Lupin en pensait, c'est ça? Mais quand même, ouais, j'ai l'impression qu'il a souvent. En tout cas, il essaie souvent de se donner cette casquette de Robin des Bois. Mais en vérité, il pense quand même vachement à ses larcins et à servir ses intérêts, quoi. C'est marrant. Il est marrant, ce personnage. Il est marrant. J'aime bien. J'aime beaucoup bien. Et encore une fois, une situation inédite. Enfin, c'est ça que j'aime bien, c'est une situation. À chaque nouvelle, il y a une nouvelle situation un peu bah, embarrassante, quoi, comme il le dit à un moment dans la nouvelle, mais un truc un peu emmerdant pour lui, quoi. Genre là, voilà, le truc horrible, quoi. T'arrives à un endroit, le vol que tu veux faire a déjà eu lieu. Alors ça, c'est déjà arrivé jusqu'à présent. Mais en plus, t'arrives sur une scène de crime où il y a un cadavre et tout. Et tu dois te démerder avec ça. Donc c'est assez marrant. En fait, Arsène Lupin, je pense qu'il a un esprit. Pardon, ça y est, je baille et en même temps j'exulte de l'air, du coup je balance des petits rots. Yeah! Excusez-moi. Mais du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je pense qu'il a un esprit très logique en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il pense le perso, je pense, Maurice Leblanc. Euh, il est très didactique, très pragmatique peut-être aussi. Genre, il, il prend les choses telles qu'elles sont, l'état de fait tel qu'il est. Il regarde tous les éléments. Il regarde comment est positionné l'échiquier, si je puis dire, pour en tirer le meilleur coup, le seul coup valable. Et ouais, il est très analytique comme ça. Enfin, comme beaucoup de personnages du genre, comme Sherlock Holmes, dont on parlera lors du live de mardi 21h, puisque je vous rappelle que la dernière nouvelle de ce recueil, ce titre, Sherlock Holmes, arrive trop tard. Donc voilà, ça va être très cool aussi. Il dit pas que le meurtre, c'est pas bien. Ah, c'est... Ah ouais. C'est vrai qu'il parle pas trop de ça. Mais si à la fin quand même il dit ouais ouais oui si je comprends ce que tu veux dire les couteaux portes mais quand même à la fin tu vois il dit quand même oh c'était un assassin il a pas il a pas à repartir avec la perle noire. Léa, j'ai préféré celle-là à celle du 7 de cœur que j'avais eu plus de mal à bien comprendre. Je suis d'accord avec toi Léa. Le 7 de cœur je trouve qu'elle était vraiment elle était sympa mais elle était floue. Elle était sympa mais pas évidente quoi. Enfin c'était peut-être pas celle qui était écrite la plus clairement, si je peux dire. Mais ouais, là, on en a eu quand même des vachement bonnes, hein. Je vais dire Arsène Lupin. Alors, l'arrestation d'Arsène Lupin. Arsène Lupin en prison, au final, c'est quasiment celle que j'ai le moins aimée, je pense. Avec l'évasion d'Arsène Lupin aussi. Même si je crois que dès l'évasion d'Arsène Lupin, ça va un peu mieux. Le mystérieux voyageur, j'ai beaucoup aimé. Le collier de la reine, je pense que ça fait partie de mes préférés. Le set de cœur, c'était sympa, mais en effet, il y avait quelques passages vraiment, enfin, vraiment flous, je trouve. Et les deux de ce soir, je les trouve relativement courtes, mais vraiment simples et efficaces, quoi. Le coffre-fort de Madame Imbert et la perle noire, je les trouve vraiment courtes et efficaces. Très sympathiques. Très très sympathiques. Enfin voilà, n'hésitez pas sur YouTube, comme d'habitude, les amis, à mettre un like ou un dislike selon votre appréciation de cette lecture, de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis à me rejoindre sur les différents réseaux. Je repartage vite fait aussi sur le chat Twitch. Mais n'hésitez pas, sur YouTube, il y a toutes les rediffs. Sur le Discord, sur le Facebook et sur le Twitter. Je vous mets au courant de tout ce qu'il y a de new sur la chaîne Planétéo. Et puis, bah, on est bon, on est bon. Pour cette fin de semaine, qu'est-ce que j'ai à vous proposer pour cette fin de semaine, moi, les amis? Demain, ah putain, on est samedi demain déjà. Ça passe si vite. Bref, demain, 14h, live de gaming sur Sea of Thieves. Dernier live de gaming avant quelques temps, puisqu'ensuite je ferai une petite pause de 5 jours dans les lives. Donc voilà, live de gaming sur Sea of Thieves, environ à 14h avec Walkirax et je pense pour environ 2-3 heures.
Dimanche, pour ceux qui le désirent sur Discord, on se retrouve pour discuter, jouer à des jeux de société, à des jeux vidéo, lors de la veillée qui aura lieu de 21h à minuit maximum, minimum. Et puis, fin de la lecture d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, mardi à 21h. Avant une petite pause de 5 jours dans les lives, et avant que je vous revienne avec l'Iliade d'Homère. Voilà, voilou. Faudrait vraiment que je m'attache les cheveux comme ça des fois, je suis con de pas le faire. Je suis con de pas le faire. J'aime bien faire des bêtises avec mes cheveux, mais j'aime pas les entretenir. Ça, c'est terrible. Bref. Euh, le hors-sujet total. Sur ce, les amis, je vois que notre amie Oda la Joie est en live. Je vais peut-être vous envoyer en raid chez elle pour ceux qui le désirent. Je sais pas si je vais pouvoir rester par contre, mais bon, bref. Je vais au moins passer faire un petit coucou. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end aussi. C'est vrai que c'est le week-end. Un bon week-end. Et encore merci à tous ceux qui sont passés. Merci encore Raccoon Laver et Spy622 pour les follow. Ça fait très plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!